Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette info métier. Avec la Touline, nous en sommes ravis. Je vais me présenter ma structure et ensuite évidemment élargir sur les métiers dans les ports de plaisance. Donc je m'appelle Véronique Tourelle-Clément, je suis déléguée générale de l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco. Et depuis quelques mois, je m'occupe aussi de la délégation générale de la Fédération française des ports de plaisance avec ma collègue qui est en Occitanie. Donc, pour tout vous expliquer, il y a sur les façades maritimes et dans les eaux intérieures, que ce soit des lacs, des fleuves, etc., des unions des ports de plaisance et celles qui sont les plus importantes sont évidemment sur la façade maritime. Et ces unions des ports de plaisance se regroupent pour faire la Fédération française des ports de plaisance. Et donc, la Fédération française des ports de plaisance et la représentation des unions vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du lobbying politique, juridique, etc. Mais donc, il faut savoir que l'activité se fait dans les unions sur les façades maritimes. Et en ce qui nous concerne, en tout cas pour celle dont je m'occupe, en plus de ma casquette nationale, donc l'Union des ports Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco, elle commence au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc début du département des Bouches-du-Rhône. Elle termine à Menton, fin du département des Alpes-Maritimes, en englobant le Var, en englobant aussi Monaco, donc la principauté de Monaco, et aussi les ports qui sont dans les Hautes-Alpes, notamment sur le lac de Serponçon. Donc voilà un petit peu le cadre géographique. Il faut savoir qu'en France, donc il y a sept unions des ports, donc sur les façades maritimes et puis ensuite sur notamment des ports qu'on appelle en eau intérieure, hein, comme je vous le disais, bon des fleuves, des lacs, voilà. Et donc sur ces unions, l'union des ports de notre région et Monaco est la plus importante du fait que on a sur notre littoral 147 ports en fait. On est le littoral en France et en Europe, voire au monde, on est en train de le vérifier, qui a la plus grande concentration de ports de plaisance. Donc c'est pour ça que l'union régionale à laquelle sont adhérents 99% des ports de notre région et ceux de Monaco est la plus importante de France et d'Europe. Donc sur ces 147 ports, il y a 60 000 anneaux à flot, il y en a 15 000 à sec à peu près, voilà, et on a 1000 emplois équivalents temps plein dans ces ports. Voilà, donc il faut savoir que sur la France, il y a 2500 emplois dans les ports. Donc si vous êtes en train de regarder un petit peu, vous allez voir que c'est pas énorme, hein, 2500 emplois, c'est même pas l'effectif d'une petite usine. Et je vous donnerai après des ratios pour comprendre pourquoi il y a aussi peu d'emplois dans les ports, parce qu'en fait, ce sont en général des toutes petites structures. À presque 60%, on a des toutes petites structures dans les ports. Donc voilà un petit peu pourquoi nous avons ce ratio. Pour vous expliquer, je rentrerai dans la partie emploi, chiffres, etc. dans quelques minutes. Au niveau de l'Union des ports de plaisance, comment ça se passe? En fait, et de toutes les unions de France, en fait, ce sont les gestionnaires des ports d'un territoire donné qui se proposent de se mettre en réseau pour se créer leur organisme professionnel. Donc, on a donc tous les gestionnaires de ports qui se mettent en réseau. Donc, dans le cas du nôtre, ce seront tous les gestionnaires de notre région plus ceux de Monaco. Et ensuite, ça fonctionne vraiment comme un organisme professionnel. Simplement, c'est sous forme associative parce qu'en fait, on a deux catégories de ports, des ports à gestion publique qui sont gérés par des collectivités et des ports à gestion privée qui se sont vus déléguer la gestion par ces mêmes collectivités et qui sont des entreprises privées. Des entreprises privées peuvent adhérer à un syndicat professionnel. Des collectivités, des institutions ne peuvent pas adhérer à un syndicat professionnel. Donc, les unions des ports de plaisance sont sous forme associative, mais elles fonctionnent vraiment comme des syndicats pro.
pour vous expliquer ce qu'est un syndicat pro, pour ceux qui auraient un petit doute sur le sujet, c'est pas des syndicats revendicatifs, hein, c'est vraiment en fait l'organisme professionnel d'une profession, c'est-à-dire donner toute l'information fiscale, sociale, environnementale, juridique, etc., pour que le gestionnaire de port fonctionne au mieux sur son port. En tout cas, et toute l'information pour fonctionner au mieux sur son port. Là aussi, voilà, je vais être très claire sur le sujet. On donne toute l'information qu'il faut. Après, chaque gestionnaire de port l'utilise ou ne l'utilise pas. C'est bien sûr à la liberté de chaque gestionnaire de port. Voilà, il faut voir aussi quels sont les périmètres d'intervention de chacun. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que bien évidemment, j'allais vous dire, les lois sont européennes, sont françaises, etc. D'où la nécessité de se regrouper pour chaque union territoriale dans une fédération. Et cette fédération, elle agit au niveau national et au niveau européen, etc. pour essayer de défendre au mieux les intérêts des gestionnaires de port. Donc, si on fait donc un focus vraiment sur les ports de plaisance, donc je vous disais, en France, 2500 emplois dans les ports de plaisance, donc vraiment un petit effectif. Et pourquoi un petit effectif? Ben écoutez, je suis allée rechercher des chiffres un petit peu bien sûr pour présenter cette réunion. Et en fait, ben, on est dans un cadre de TPE finalement, que le port soit à gestion publique ou à gestion privée. On a une majorité de ports, 52%, qui ont entre 1 et 4 emplois équivalent temps plein. Donc, vous comprenez bien que ce sont des petites organisations et c'est pour ça, en fait, qu'on se retrouve avec aussi peu de personnes dans les ports de plaisance. Ce qui peut redonner espoir, j'allais dire, aux personnes qui sont dans cette réunion et qui souhaiteraient éventuellement faire carrière ou trouver de l'emploi autour de ce secteur. Il faut savoir qu'un emploi dans un port de plaisance induit 15 emplois indirects autour du port de plaisance. Alors, autour du port de plaisance, ça veut dire quoi? Ça veut dire chez les professionnels du nautisme, mais aussi chez les professionnels du tourisme, sur des prestations. Voilà, donc il faut voir que moi là, je vais vous parler plutôt des emplois qui sont dans les ports de plaisance, donc une niche d'emploi, hein, vraiment une niche. Voilà, il faut pas se le cacher. Les offres d'emploi, quand moi sur l'Union des ports en Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai 2-3 annonces d'emploi par an, c'est vraiment important. Et quand on en a 10 par an sur toute la France, c'est que vraiment c'est une année faste. Donc vraiment, malheureusement, c'est pas le secteur qui va vous ouvrir le plus d'emplois. Par contre, il faut savoir que un port génère beaucoup d'économies autour de son activité. Et là, effectivement, il y a de l'emploi qui se crée du fait de cette activité portuaire. Et là aussi, ce que je précise, comme j'ai entendu que les participants étaient dans différents secteurs d'activité, je vais vous parler de l'infrastructure portuaire sur les bateaux, etc. Moi, ça, je ne suis pas concernée par ces emplois-là. Moi, c'est vraiment les gens qui sont au bureau du port, qui sont à la capitainerie du port de plaisance et qui s'occupent de l'infrastructure portuaire et de l'accueil des bateaux de plaisance. Donc, je vous disais, bon, 2500 emplois, 1000 dans notre région. Voilà, donc dans notre région, si je fais un focus région, je vous l'ai dit, on a 147 ports. Voilà, et sur ces 147 ports, si vous voulez, on a 1 700 000 nuitées touristiques qui sont effectuées tous les ans. Ces chiffres, ils viennent d'une étude qu'on a réalisée, enfin que la région a réalisée et sur laquelle nous avons tous travaillé, que ce soit les ports de plaisance, les industries nautiques, le tourisme, etc. Et donc, je remercie la région parce qu'il me semble qu'il y avait peut-être des participants de la région parce qu'on a tous fait cette étude ensemble et ça a permis de fixer les choses aussi bien au niveau emploi qu'au niveau économie. Voilà. Donc,
Donc, pour vous dire que, ben voilà, en France, donc dans notre région, je vous ai dit, il y a 147 ports. En France, il y a 470 ports maritimes, donc en façade maritime, et il va y en avoir à peu près plus de 1000 si vous, comment je veux dire, si vous considérez l'ensemble des endroits où se parquent des bateaux, c'est-à-dire des haltes fluviales, etc. Bon, il faut faire attention à ce chiffre de 1000 qui peut paraître énorme, parce que dans des haltes fluviales sur tous les fleuves de France, il n'y a pas forcément des emplois, hein, voilà. Mais bon, c'est le chiffre qui est donné. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, voilà, un emploi dans un port, ça va générer 15 emplois indirects. Néanmoins, on peut considérer que la moyenne en France, c'est pour 100 bateaux, il y a un emploi. Un emploi dans un port, et pour un emploi dans un port, il y a 15 emplois indirects. Si vous constatez dans notre région, on est à peu près 60 000 anneaux en port maritime et on a 1000 emplois. Vous voyez, chez nous la moyenne est un peu modifiée puisqu'on va avoir à peu près un emploi pour 60 anneaux. Donc, on va générer un peu plus d'emplois que la moyenne nationale, hein. Voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, on est la région où il y a le plus de ports de plaisance, où ils sont très importants et aussi où on accueille l'été 40% de la grande plaisance mondiale. Donc ça veut dire que cette activité économique, elle est très importante, ce qui explique aussi pourquoi il y a peut-être un peu plus d'emplois dans nos ports que la moyenne nationale, parce qu'il faut aussi avoir du personnel pour accueillir tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Que vous dire d'autre? En matière d'emploi, sur les ports de plaisance, il y a une convention collective qui s'appelle la Convention collective des personnels des ports de plaisance, hein, on n'est pas allé chercher bien loin le nom, qui est donc administrée par la Fédération française des ports de plaisance. Et cette convention collective, ben, comme vous l'avez compris, elle s'applique à 2500 personnes, ce qui est quand même une problématique actuelle, parce qu'actuellement, avec la loi travail de 2017, on est censé fusionner avec d'autres conventions collectives, puisqu'en France, il y avait 5500 conventions collectives, et on doit arriver à 200 en 2022. Donc, vous imaginez bien les fusions, et on doit être sur des conventions collectives qui sont d'abord à 50 000 salariés, puis après à 100 000 salariés. Bon, il y a 6 mois, je vous aurais dit, ben, on va fusionner avec la convention collective de l'hôtellerie de plein air, ce qui va être très compliqué parce qu'il va falloir revoir l'ensemble de nos organisations, en tout cas de travail, enfin en tout cas de nomination de postes, etc. Et puis, il se trouve que l'État a nommé un médiateur par rapport à notre convention collective qui est vraiment très spécifique, hein, puisque je vous ai dit niche d'emploi, les ports de plaisance, etc. Et ce médiateur vient de rendre, juste avant Noël, un rapport à l'État lui disant que, ben, exceptionnellement, il fallait nous maintenir notre convention collective pour les 2500 personnes. Donc, est-ce que ça va être suivi par l'État ou pas? On ne sait pas encore, mais il semble que ce soit bien engagé. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour vous dire si c'est suivi ou pas des faits. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Dans cette convention collective, donc comme dans bon nombre de conventions collectives, bien sûr, les emplois sont classés par compétences, par métier, par niveau d'études, etc. Et dans cette convention collective, on trouve tous les métiers des ports, allant de l'agent de nettoyage, de l'agent d'accueil, que ce soit l'accueil sur les pontons ou l'accueil à la capitainerie, euh, au cadre et au directeur de port, quoi. Voilà, donc on a un éventail assez large avec des métiers techniques, des métiers de comptabilité, des métiers d'informatique, des métiers d'accueil. Euh, bon, j'allais vous dire, voilà un petit peu, la convention collective propose pas mal de métiers. Néanmoins, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de conférence, nous avons des 52% de ports qui ont entre 1 et 4 personnes. Donc vous comprendrez vite que dans un port, on est multitâche. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et même même le directeur, quand il y a 4 personnes, ben, c'est lui qui va aller aussi nettoyer les pontons de temps en temps. Donc, il faut vraiment se faire une image très adaptable, très mobile, avec une plasticité importante de chacune des personnes qui travaillent dans un port, parce qu'il faut être vraiment multitâche. Euh,
Donc, vous voyez tout de suite où je veux en venir, c'est-à-dire que définir des postes avec des compétences très marquées, très encadrées, etc., dans un port, c'est très compliqué. Ou alors, il faut s'adresser à des services comme on a dans les métropoles. Chez nous, on a 3 métropoles, Nice, Toulon, Marseille, où effectivement, dans ces services, on a entre 20 et 30 personnes qui, là, sont beaucoup plus spécialisées, mais j'allais dire, c'est pas la majorité, sinon, effectivement, tout le monde est multitâche. Euh, pour accéder à des postes dans des ports de plaisance, eh bien, on est un secteur un peu atypique. Il n'y a pas de formation préalable. Donc ça crée parfois des quiproquos. Néanmoins, voilà, il n'y a pas de, vous n'allez pas trouver de formation. Alors, il y a parfois, on voit des organismes de formation qui vont vous proposer agent d'accueil de port, euh, maître de port, etc. Bon, attention, hein, soyez prudents. Euh, L'emploi n'y est pas, hein, voilà, l'emploi n'y est pas. Regardez le nombre d'offres d'emploi qui sont proposées. Donc, parfois, certains tentent de surfer sur la vague. Néanmoins, dans notre convention collective, il n'y a aucune reconnaissance d'une formation initiale avant de rentrer dans un port. Par contre, il y a, quand vous êtes rentré dans un port de plaisance, il y a effectivement de la formation continue qui va porter sur de la technique, sur les langues, sur de la compta, sur du juridique, sur bien sûr de l'environnement, hein, voilà. Mais tout ça, ça vient plutôt en formation continue. En général, quand les gens sont embauchés dans un port, j'allais dire, c'est plutôt parce qu'ils réunissent un certain nombre de compétences comme des permis bateaux, des plongeurs, de la compta, de la direction de structure, des anciens de la marine nationale, des anciens de la marine marchande, etc. On va avoir un personnel très, très hétérogène qui va être recruté et ensuite, c'est vrai que l'apprentissage se fait plus par de la formation continue. Donc voilà. Il y a depuis 3 ans, en fait, on avait créé donc avec la Corse un diplôme universitaire, un DU gestionnaire de port, mais dans lequel aussi on a envoyé plutôt des maîtres de port qui étaient dans les ports de plaisance pour qu'ils acquièrent un peu plus de compétences sur du management, sur de la compta, etc. Mais on n'a pas pris de personnes qui étaient à l'extérieur des ports de plaisance parce qu'en fait, cette formation-là est vraiment destinée à conforter les compétences de ceux qui ont déjà cette expérience-là, plutôt qu'à former quelqu'un. Et d'ailleurs, comme je vous dis, dans la convention collective, on n'a pas de niveau de recrutement pour un DU gestionnaire de port ou pour un diplôme d'agent d'accueil, etc. Voilà, donc les plus, j'allais dire, pour rentrer dans un port, ça va être vraiment euh, les permis bateaux, les plongeurs, l'expérience. Et puis, voilà, comme je vous dis, on recycle pas mal de gens des militaires ou de la marine marchande. Voilà. Que vous dire d'autre? Ensuite, ben, sur l'emploi des femmes, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai vu que dans les, dans les participants, nous avions des femmes. Donc, il faut savoir que dans les ports de plaisance, on n'a que 34% de femmes. Voilà, donc vous avez bien compris, 66% d'hommes. Et qu'en fait, ben, les femmes sont plutôt représentées dans les métiers de l'accueil et de la compta. Néanmoins, moi, je vois des jeunes femmes maintenant qui sont sur les pontons, qui sont positionnées en maître de port. J'allais dire, allez les filles, il faut oser, quoi. Il y a pas de raison, hein, il y a pas de raison. Ça se fait très très bien aussi. Voilà. Dans les ports de plaisance, on a plutôt des emplois stables, hein. Comme vous l'avez compris, on a des petites équipes et elles sont pyramidales. Donc, c'est très stable. Les gens, en général, sont très contents de travailler dans un port de plaisance. Surtout, en plus, en général, ils habitent la ville dans laquelle ils sont. Très bien. Donc, c'est pyramidal. Il y a peu d'évolution, à part que si le supérieur s'en va à la retraite, ben, celui d'en dessous prend sa place. Mais on constate peu d'évolution.
et peu de mutations à l'interne. Il y a très peu de changements d'un port à l'autre pour le personnel des ports. Voilà, donc c'est très, très pyramidal. Par contre, c'est stable. Hein, 62% des emplois qu'on a dans les ports, ils sont en CDI. Hein, voilà. 87%, ils sont à temps complet aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 50% des salariés qui actuellement ont 50 ans ou plus. Alors, ce que je vous ai dit là pour l'instant, on a peu de recrutement. Vu qu'on a 50% des salariés qui ont 50 ans et plus, on se dit peut-être que dans les années à venir, il y aura un petit peu plus de recrutement. Néanmoins, on reste raisonnable. Voilà, vous avez vu que l'équipe portuaire, voilà, c'est pas, c'est vraiment une niche d'emploi. Voilà. Donc, que vous dire d'autre par rapport à ça? Écoutez, je crois qu'après, on peut se dire aussi que tout ce que tout ce qui gravite autour du port va être aussi intéressant à prospecter, en fait, hein, notamment au niveau des professionnels du nautisme et des professionnels du tourisme. Voilà, et que dans le cas des ports, mais je pense que ça peut être le cas d'autres secteurs d'activité aussi, on se retrouve avec des agents d'accueil, des agents de ponton, des agents d'accueil et la capitainerie qui sont majoritaires dans la catégorie d'emploi. Hein. On en a plus de 40%. Et bon, ensuite, les cadres, etc., ça devient 10% et les directeurs, c'est 1%. Donc voilà, pour vous faire un peu la pyramide de notre secteur d'activité. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez des questions ou des demandes de précision, je vous écoute. Hein, je pense avoir fait le tour. J'ai peut-être été un peu rapide sur certaines choses, mais n'hésitez pas à ce qu'on y revienne. Hein. Voilà pour moi. Alors, avant de, voilà, donc commencez à préparer vos questions, donc pour les poser à l'oral ou donc à l'écrit si vous préférez. En attendant, peut-être une petite question pour Madame Tourelle. On parlait tout à l'heure, voilà, qu'on recrutait surtout au niveau des compétences ou de qualités précédemment acquises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces compétences et ces qualités qui sont attendues dans les Oui, profils que vous recherchez? oui, oui, oui. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très variable déjà. C'est très et c'est plutôt ça va être plutôt des gens qui ont les permis bateau. Exactement, qui sont intéressés par la mer, qui sont parfois avec des qualifications de plongeurs. Et ensuite, j'allais vous dire, c'est vraiment très, très variable. Et ce sur quoi il faut peut-être aussi capitaliser, c'est sur les saisonniers. Quand les ports recherchent des saisonniers, le saisonnier qui va venir la première année 1 mois, puis la deuxième année 2 mois, puis la troisième année 3 mois, on commence à voir qu'il commence à être formé et donc l'embaucher après. Donc, je pense que la filière, se faire embaucher comme saisonnier dans un port peut être intéressante. Néanmoins, voilà, comme je vous ai dit, c'est très très variable. Voilà, il y a ces quelques données, voilà, permis bateau, plongeur, etc. Ancien de la marine, ça marche très bien, ça aussi. Voilà. Mais après, c'est extrêmement variable, quoi. Il y a pas de profil type pour rentrer dans un port de plaisance. D'accord. Donc, par exemple, ancien de la marine, vous recherchez peut-être des qualités comme l'organisation, le travail en Oui, équipe, voilà. la Ah oui, oui, rigueur. là, je vous parlais des qualifications. Après, sur les compétences et les savoirs, effectivement, de toute façon, il faut déjà accueillir les gens. Donc, on recherche des gens qui sont dans l'accueil et tournés vers les autres. Hein. Ça, c'est une première qualité qui sera recherchée. Le travail en équipe. Même si les équipes sont petites, vu qu'on est multitâche, il faut bien s'entendre avec le reste de l'équipe, donc le travail en équipe nous paraît aussi essentiel. Euh, la pratique des langues étrangères aussi serait un plus. Hein, voilà. on, on a une pénurie
on est en pénurie là sur le nombre de personnes qui ne pratiquent pas plusieurs langues. Et bon, on est en train d'y remédier, hein, mais à minima l'anglais et dans notre région, souvent l'italien aussi. Mais enfin, ce qui est le mieux, ce serait de parler l'anglais parce que après, dans les ports qui reçoivent beaucoup de plaisance internationale, alors je mets entre parenthèses la saison qui vient de passer où on avait essentiellement des Français et des Européens, mais sinon on reçoit beaucoup de Russes, d'Émiratis, d'Américains, de Chinois. Donc essentiellement parler l'anglais, ça permet de communiquer avec tout le monde. Voilà. Mais sur les qualités, c'est vraiment le travail d'équipe, l'accueil. Euh, Tourner vers au moins une langue étrangère euh, et puis accepter d'être multitâche. Voilà, c'est vraiment très important d'avoir cette plasticité du cerveau, de se dire, même si je suis maître de port, ben, demain je peux être l'agent de nettoyage des toilettes du port. Quoi. Voilà, donc c'est trivial, mais il faut se le dire. Voilà. Très bien, merci. Alors, est-ce que, donc on développera d'autres points ensuite, mais est-ce que vous avez des questions pour Madame Tourelle? Donc vous pouvez désactiver l'arrêt de votre micro en bas à gauche de l'écran pour pouvoir prendre la parole. Vous pouvez également intervenir via le chat. Alors, je vous laisse la parole. Alors ici, c'est Monsieur Samzan. Je voulais savoir si la Touline diffusait les offres d'emploi portuaires. Alors, ça, comme on l'a dit, il n'y en a pas énormément. Donc, éventuellement, si jamais il y avait un besoin de ces structures, elles pourraient, pourquoi pas, se tourner vers nous via notre plateforme TouniJob qui diffuse les offres d'emploi dans le maritime. Mais c'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, pour le port en lui-même, il y a assez peu de demandes, assez peu de recrutement. Par contre, ce qui peut tourner autour, il y a déjà un peu plus de possibilités au niveau voilà, de tout ce qui est nautisme, maintenance, etc. Il y a déjà un peu plus de possibilités. Oui. Après, sachez, monsieur, que vous avez les offres d'emploi sur les sites internet des unions des ports de plaisance, hein, et vous les avez aussi sur le site internet de la fédération. Alors, pour être en train d'y travailler en ce moment, il est peu opérationnel pour des problèmes qui concernent avant ma délégation générale, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû la reprendre. Mais sachez que sur les sites internet des unions, vous avez les offres d'emploi qui sont publiées régulièrement dès que c'est fait. Sachez aussi que quand c'est des ports à gestion publique, c'est aussi publié sur nos sites internet, mais aussi il y a des offres de recrutement de manière publique et sur Pôle emploi, etc. Voilà. Mais bon, en général, si vous ciblez les sites des unions des ports de plaisance, vous les voyez, en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on n'est pas des grands pourvoyeurs. Hein. Voilà. Pourquoi pas dans le mail qu'on vous enverra, donc après cette info métier, on pourra éventuellement, je vais voir avec Madame Tourelle pour récupérer quelques liens, si jamais ça pourrait intéresser quelques personnes, éventuellement on pourra faire ça. Très bien. Alors, merci pour votre intervention. Et donc, y a-t-il une autre question? Oui, Madame Tourelle, Éric Saroca. Voilà, j'ai une question concernant la gestion des ports publics. Lorsqu'il y a une offre d'emploi qui paraît, est-ce que cette dernière souvent demande à être statuaire? Est-ce qu'il faut à ce moment-là passer un concours où on peut se présenter sur ce type d'offre d'emploi?
Tout dépend comment est rédigée l'offre d'emploi. Soit vous êtes effectivement déjà fonctionnaire et ça permet et vous pouvez donc rentrer. Soit elle permet aussi des contractuels. Il faut vérifier parce que souvent dans les offres d'emploi, il y a soit fonctionnaire, soit contractuel parce que la fonction publique fait des contrats. Donc si c'est contractuel, vous pouvez tout de suite postuler puisqu'après ils font des. Par contre, dans ce cadre-là, ce sont des contrats de 3 ans. Donc, c'est assimilé fonctionnaire, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Hein, attention, c'est assimilé. Mais il faut voir que au bout de la période de 3 ans, est-ce qu'ils vous renouvellent ces 3 ans ou pas quand ce sont des structures publiques? C'est à leur libre choix. Quoi. Voilà. Après, si vous passez un concours fonction publique, oui, pourquoi pas, vous allez vous retrouver fonctionnaire, mais vous ne passerez pas un concours pour être dans un port de plaisance. Donc, vous serez nécessairement obligé de passer un concours fonction publique dans un tout autre domaine. Donc, je ne suis pas sûre que ça vous ramène vraiment vers le port de plaisance, vous voyez. Donc, ciblez plutôt des offres qui proposent, bon, soit dans des ports à gestion privée, soit des offres qui proposent en fait fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique. D'accord. J'avais une autre question aussi concernant les formations. Donc j'ai pu voir que en termes de formation, effectivement, il n'y avait pas forcément de formation pour des gens qui venaient d'extérieur et qui souhaitaient rejoindre donc un métier de la plaisance. La seule chose que j'ai trouvée, c'était une formation de CQP qui était au centre AFPA de Auray. Oui. Mais après, effectivement, j'avais vu aussi qu'il y avait le fameux diplôme universitaire donc qui était fait en Corse, mais comme vous avez dit, ce dernier n'est pas ouvert à des personnes extérieures. Et ce que j'ai pu voir sur certaines offres d'emploi sur lesquelles j'ai candidaté, c'est que en fait, on me dit ben oui, mais il vous manque peut-être des modules de gestion de port, de connaissances maritimes. J'ai un background d'ex-militaire, j'ai fait 8 ans de marine nationale. Mais voilà, c'est délicat en fait de rejoindre ce côté de plaisance. On nous demande d'avoir certaines compétences, ainsi que ce qu'on appelle les soft skills, mais voilà, c'est assez délicat. Oui, Parce que je cherche à faire une formation, mais je ne sais pas vers quoi m'orienter. Et là, il n'y a qu'une formation AFPA. Oui, tout à fait. Alors, je vais revenir sur la première partie de votre question. Sur le CQP fait par l'AFPA, effectivement, il y a ce CQP qui avait été fait. Hein, depuis l'année dernière, c'est arrêté, même si là, ils ont reproposé. Mais en fait, nous on l'a pas encore, on n'a pas encore validé le programme, etc. Et on pense pas qu'il va pouvoir se faire cette année. Le CQP a essentiellement aussi été utilisé par des personnels de port et ceux qui sont venus de l'extérieur, il y en a eu très très peu et il n'y a pas eu d'emploi au bout parce que pareil dans la convention collective il y a pas on attend quelqu'un qui a enfin pour être agent portuaire etc on veut quelqu'un qui est le CQP vous voyez donc c'est en fait c'est un équilibre ou une ligne de crête entre des organismes de formation qui proposent quelque chose et finalement les employeurs dans les ports de plaisance qui n'ont pas forcément besoin de ce qui est proposé. Vous voyez, donc effectivement c'est un peu compliqué. Alors si vous avez l'opportunité de faire le CQP, pourquoi pas? Parce que ça va vous amener effectivement peut-être les connaissances qui vous ont ou des recruteurs vous ont dit ah ben vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, mais d'expérience, je pense que c'était plus un prétexte qu'une réalité parce que on recrute pas des gens de toute façon qui ont l'intégralité du CQP, etc. En fait, des gens sont recrutés pour X raisons et ensuite, on fait passer divers modules ou pas aux personnes. Donc, voilà, ouais, si vous avez comme vous dites, l'opportunité de oui, le faire, mais bon, je suis pas sûre voilà que ça vous donne des billes en plus pour avoir un boulot. Pour accéder, Dans ce d'accord. secteur-là. Ouais, comme vous dites, Voilà. c'est un équilibre à trouver, puis une ligne de crête effectivement qui en découle. D'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur Saroka. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parce que voilà, j'ai essayé de répondre à Monsieur Saroka, donc Sylvie Bourrel du Pôle emploi. Justement, je voulais rebondir par rapport à ce qui était en train d'être développé concernant les formations, effectivement.
Juste par rapport à Pôle emploi, j'en mets en place régulièrement justement pour caler sur les écarts entre ce que demande l'entreprise et les compétences du demandeur d'emploi, donc sur des modules manquants. Donc sans parler de CQP ou de formation qualifiante, donc il existe des outils qui s'appellent Actions de formation préalable au recrutement, où Pôle emploi prend en charge une partie de la formation, que ce soit en interne sur du tutorat dans l'entreprise ou en externe. Donc, la seule condition, c'est effectivement d'être inscrit à Pôle emploi et que le contrat de travail soit de minimum de 6 mois. Voilà. Mais j'en mets en place régulièrement sur le chantier naval ou avec d'autres entreprises du maritime. Et idem pour tout ce qui est revalidation de certificats de personnel navigant, hein. Voilà, donc c'est important de le savoir. Et donc j'avais fait un petit chat, mais je ne sais pas s'il a été visible, pour les personnes qui souhaitent s'orienter également sur ce secteur-là. Comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Tourelle, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de savoir-être, il y a beaucoup de polyvalence. L'anglais, c'est important, mais les personnes peuvent faire ce qu'on appelle des immersions, par contre. Hein, trouver dans leur prospection une entreprise ou un port pour essayer de voir si ça leur convient, si cet environnement leur convient, et pour valider un projet par la suite. Donc, ça s'appelle immersion, ça peut aller jusqu'à 150 heures, et ça permet D'accord. de tester la polyvalence. Donc, c'est important de le savoir, et sur le site de Pôle emploi, vous avez toutes ces infos également. Mais la formation avant embauche, on peut aller jusqu'à 4 à 5 000 euros de financement en externe, hein. Moi, je l'ai fait même pour des postes de dessinateur de cadre sur un certain logiciel SolidWorks qui est pour Très bien. dessiner des bateaux. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Voilà. le CPF est inclus dedans? Est-ce qu'on peut inclure un CPF? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut inclure un CPF à l'intérieur de... Non, cette mesure, elle est faite pour vous embaucher derrière. Elle n'est pas D'accord, ok. un diplôme. Voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Mm. justement, par rapport, on ne vous a pas embauché parce qu'il vous manquait telle ou telle compétence. Pour être sûr que ce ne soit pas justement une objection quelconque, ben, vous pouvez tout à fait dire à l'entreprise, écoutez, pas de souci, Pôle emploi finance, il me manque ce module-là ou cette compétence-là, je peux l'acquérir dans votre entreprise puisqu'elle n'existe pas en centre de formation. Là, vous verrez bien si effectivement l'entreprise, Mm. c'était une bonne objection ou parce qu'elle ne souhaitait pas du tout vous embaucher. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci Madame Borel de cette précision, effectivement, et ça me fait rebondir sur le CQP. Tout à fait. En fait, il y a eu, j'allais dire, une ou deux personnes sur l'effectif. L'effectif était assez petit, il y avait 7 8 personnes qui avaient été envoyées là parce que le gestionnaire de port avait repéré cette personne. Effectivement, cette personne était inscrite à Pôle emploi. Et donc, il lui avait dit, bah, allez faire le CQP avec tel module, et parce qu'il y avait une promesse d'embauche à la clé, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que faire le CQP, je suis pas sûre, vraiment pas sûre que ça permette d'avoir un emploi dans le port. Par contre, si vous êtes repéré par un gestionnaire de port, il peut avoir recours à ce que vient de dire Madame Borel, parce que c'est très intéressant vraiment, et aussi, bah, pourquoi pas aller faire le CQP dans le cadre de cette embauche, quoi. Voilà. Pour plus d'informations sur les actions de formation préalable à recrutement, donc vous avez Sabine qui vient de laisser un lien donc, du site de Pôle emploi qui est disponible sur le chat si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Tout à fait. Je vois Jade Saez qui nous envoie aussi le lien sur le diplôme universitaire, hein. Voilà. Donc, je vous en ai parlé, le DU de gestionnaire de port. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y a envoyé plutôt des maîtres de port. Cette année, sur 2021, il est repris sur l'Occitanie pour former des maîtres de port, mais qui sont déjà en fait en poste, hein, dans des ports d'Occitanie. Et ça commence d'ailleurs, la formation commence lundi. Pour info, elle
elle est complète depuis longtemps. Et on espère qu'en 2022, on va peut-être l'étendre aussi de nouveau sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur Occitanie. Voilà. Mais ça, sous toute réserve, voilà, vous savez la situation qu'on traverse. Bon, j'allais dire, ça n'a pas arrangé le nombre d'emplois dans les ports de plaisance. Alors, ça les a pas dégradés parce qu'on a la chance d'avoir été relativement préservés cette année parce qu'on a eu une saison portuaire courte mais très intense avec beaucoup de plaisanciers français, beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément dans la plaisance mais qui ont loué des bateaux parce qu'ils avaient envie de mer, ils avaient envie de liberté, de s'évader avec leur bateau. Donc les ports ont été très fréquentés sur juillet et août. La saison très courte mais très très intense. Donc nous vraiment, on a sorti notre épingle du jeu en tant que gestionnaire de ports de plaisance. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on ait une deuxième saison comme ça parce que sur les ports qui travaillent avec les étrangers hors Union européenne et notamment les ports sur la grande plaisance qui sont quand même très pourvoyeurs d'économie parce que quand on accueille des grands yachts, l'économie autour du grand yacht est hyper importante. J'allais dire les retombées économiques entre un bateau de plaisance moyen et un grand yacht, ça fait x100 pour le grand yacht, quoi. Voilà. Donc vraiment, ces ports qui travaillent avec ces grands yachts ont fait moins de 30% sur leur chiffre d'affaires. Ils ont pu l'absorber cette année, ils l'absorberont pas sur 2 saisons, quoi. Voilà. Donc il faut savoir qu'effectivement, en ce moment, en plus, la question de l'emploi est compliquée aussi pour nous. Merci beaucoup. Donc justement, là, on parle de ces emplois qui tournent autour du port de plaisance, même s'ils ne font pas forcément partie, qui sont un peu un dérivé. On parlait voilà, de ces 15 emplois autour d'un emploi de port de plaisance. Donc, pour plus d'infos, on peut éventuellement vous rediriger vers le guide métier de la Touline qui va vous présenter un peu tous ces métiers. Donc, on parle des plaisanciers qui vont louer des bateaux. Donc, déjà, voilà, on a autour tout ce qui est le métier d'agent de location de bateaux dans un port de plaisance. On a tout ce qui est un bateau, il faut que ça s'entretienne, il faut que ça se répare. Donc, tout ce qui tourne autour de la maintenance nautique. Tout ce qui tourne autour, on parlait du yachting, donc même la réparation navale à petite ou à grande échelle, avec parfois dans tout ce qui est yachting des métiers très très spécifiques où là on va essayer de chercher aussi des personnes qui ont des compétences ou du savoir-faire, du savoir-vivre très précis. Et tous ces métiers qui vont tourner autour, le skipper pour les personnes qui veulent louer un bateau mais qui n'ont pas forcément le permis qu'il faut. Et il y a vraiment tout un ensemble de métiers qui vont tourner autour. Et donc on vous a mis le lien sur le chat pour vous inviter à les découvrir. Vous avez dans le guide métier différentes sections. Donc vous avez la section des métiers port de plaisance, donc ceux dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, maître de port, agent d'accueil, surveillance si vous avez un lien dessus. Et voilà, tous ces métiers qui tournent autour, vous allez les trouver aussi dans toute la partie nautisme et plaisance professionnelle. Donc voilà, on vous invite à aller les consulter. Pourquoi pas éventuellement après à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces métiers et puis pour voir un petit peu pourquoi pas votre projet professionnel. Oui, pour compléter aussi les formations sur lesquelles on peut faire la différence dans un recrutement port de plaisance. Il y a aussi le CACES pour les ports qui ont des engins de levage. Il y a des CACES particuliers pour les grues des ports ou pour des engins de levage. Voilà, il y a ce type de CACES. Après, tout ce qui est secourisme, habilitation électrique, etc., ce sont des choses obligatoires dans nos métiers. Mais si le
le candidat les a déjà validés, c'est déjà pas mal aussi, quoi. Voilà, donc c'est de la technique, hein, mais et après c'est pas parce qu'on a le CACES qu'on va forcément travailler sur l'engin de levage, mais je vous ai dit comme on est dans des équipes pluridisciplinaires, même si on va plutôt si on est recruté pour être plutôt à l'accueil, etc. Le fait d'avoir le CACES peut être un plus, quoi, parce qu'on se dit bon ben finalement si j'ai le grutier qui est pas dispo, on sait que dans l'équipe on a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. Voilà, donc pensez aussi à ces types de formations. Et je parle sous le contrôle de Madame Borel, je pense que ça doit être aussi possible de les faire dans le cadre de Pôle emploi. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, effectivement, tout ce qui est électrique par rapport à la réparation navale, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, en tout cas, je parle de mon secteur sur la Ciotat, sur la grande plaisance et le nautisme, puisqu'il n'y a pas de constructeurs de bateaux. Les yachts sont de plus en plus avec des nouvelles technologies et tout ce qui est électronique et anglais, équipement de navigation. Il n'y a pas de formation qui existe théorique, donc on part sur des transferts de compétences, mais il faut toujours, je dirais, la base, hein, comme dit si bien la Touline, c'est être passionné par la mer et par les bateaux. Je crois que c'est la clé d'entrée. C'est Parce que ça. vu les conditions de travail, les conditions météo, les conditions courtes des yachts qui rentrent à la dernière minute et qui doivent repartir au plus tôt, il faut être très réactif. Donc, si on veut un contrat en CDI temps plein, en tout cas sur le secteur de la Ciotat, il ne faut pas aller sur ce type de poste-là. Il faut aimer le mouvement et le changement. Je crois que c'est la clé d'entrée. Merci Madame Borel pour ces précisions. Y a-t-il une autre question? Oui, rebonjour Alice Hamon. C'est une question plutôt adressée à Madame Borel. Donc moi, je travaille dans le domaine maritime depuis une dizaine d'années, donc saisonnière hein, principalement. Évidemment, alors j'ai commencé comme matelot. Après, enfin voilà, je travaille plutôt dans le domaine de la voile, du yachting, la grande plaisance, avec des périodes, comme vous dites, de temps en temps, de 2 à 5 mois de navigation. Cette année, comme vous l'avez dit, comment dire, la période d'embauche a été très courte mais dense. Et ce que je me suis demandé par rapport aux différentes expériences que j'avais eues, c'était comment glisser quand il y avait moins de navigation sur une partie un peu plus logistique. Parce que j'ai eu cette expérience-là à un moment donné, qui était vraiment la préparation de provisionnement, disons, pour des longues périodes de navigation. Il y avait la partie éco, environnement, volume, déchets, etc. Et en fait, cette partie-là, même si toute la navigation m'intéresse vraiment, je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Et je me demande, du coup, de quelle manière, puisque l'écotransport est vachement récent, de quelle manière, justement, des modules ou des choses peuvent compléter une formation maritime, quoi. Où je sais que voilà, la polyvalence, c'est un peu la base, la disponibilité aussi. Mais je pense qu'il y a peut-être des outils pour cette partie-là et je suis un peu en recherche en fait d'informations là-dessus. Sur l'écotransport, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Ouais. Enfin, ce qui est important sur ce que vous dites, c'est effectivement ces périodes de creuse. Donc apparemment, vous êtes navigant, vous êtes matelot, c'est ça? Tout à fait, ouais. Enfin, j'ai tous mes brevets, je travaille depuis une douzaine d'années en fait. Mais bon, l'été dernier, j'ai réussi à travailler. Si vous voulez, j'ai eu un petit contrat par rapport au contrat précédent. Mais je souhaite continuer à travailler dans le domaine maritime. Donc, je me suis posé la question de logistique, de poste à terre, de poste à mer en logistique. Enfin, voilà, de partir du côté de tout ce qui était navire océanographique, par exemple. Enfin, toutes ces choses-là. Je pense qu'il me manque des éléments parce qu'en fait, je suis navigant, Oui, certes, mais il me manque la partie un peu logistique, vu que je me suis auto-formée, si vous voulez, j'ai passé tous mes brevets, mais
je n'arrive pas non plus dans une structure, je dirais, ou une compagnie. Moi, ce qui me manque, c'est par rapport à ce que vous me dites, Ouais. c'est est-ce que effectivement il y a de l'emploi à temps plein sur un poste 100% sur l'éco, hein, tout Ouais. ce qui- voilà, ça c'est la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque elles sont peut-être sous un statut public, hein, au Mm. niveau d'un département ou d'une métropole pour étudier ben, les ports, le port propre, etc. Comme donc certaines structures existent, hein, ou des associations. Par contre, moi j'ai des entreprises sur le chantier naval qui travaillent à l'année, qui vont chercher des agents logistiques pour faire de la préparation de commandes de matériel, et qu'effectivement ce sont des magasiniers, Mm. mais c'est du magasinage dans l'univers du bateau. Donc effectivement, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous me dites. Mm. Et ce que je veux dire, c'est que et cette partie-là, en tout cas sur le secteur de la Ciotat, ça travaille à l'année, puisqu'on a une entreprise qui construit des bateaux en composite, qui va rechercher, ou des entreprises de peinture qui vont rechercher des magasiniers ou des préparateurs de commandes de matériel. Mais on n'est pas sur du qualifiant. Mm. Souvent, moi, je mets en place ce que je disais tout à l'heure, une immersion. Je parle même pas de formation, je parle d'une immersion d'un mois pour voir si ça vous convient. Ouais. Mais c'est du ponctuel. C'est pour ça qu'effectivement, sur ce domaine environnement, je trouve que c'est encore trop tôt. Et en tout cas, sur mon secteur géographique, je n'ai pas de visibilité. Je Donc, pense que c'est un domaine tout nouveau et que pour l'instant, il y a peu d'embauches. En revanche, c'est un secteur porteur, mais qui sera sans doute à développer bien sûr. voilà, dans les années. Moi, si vous voulez, par rapport à cette question-là, parce que bon, c'est plus une histoire de valeur, mais ce que je me suis demandé, puisque en général, quand on est marin, matelot sur le pont ou chef stewardess, etc., c'est qu'on fait de la logistique tout le temps, en fait, hein, et on court justement entre matériel, livraison, les grues, les fournisseurs, etc. Je me demandais de quelle manière on peut continuer à évoluer, enfin, je peux développer cette partie-là pour avoir, si vous voulez, une corde de plus à mon arc, en gros, dans le domaine maritime, hein. Puisqu'en Alors, ce moment, il y a moins d'embauches, c'est comment trouver un peu enfin, me spécialiser encore plus pour avoir plus de possibilités. alors, juste là, parce qu'on ne va pas faire un Oui, entretien oui, là en ouais, bloc, oui, parce que ça m'embête ouais, par rapport aux autres participants. oui, Juste oui. la clé d'entrée, il y a deux options. Soit vous avez du CPF, et ça vous voyez, et vous pouvez financer via votre CPF, votre compte Mhm. personnel de formation. Ensuite, effectivement, des modules, des associations. Moi, je sais que sur tout ce qui est environnement, on a ici sur la Ciotat CPIE Côte Provençale, hein, qui intervient dans les ports, parce que je fais partie de la GPEC maritime. Donc, il y a plusieurs structures qui font des formations. Reste à savoir comment vous pouvez les financer pour justement couvrir cette période creuse via votre CPF et via Pôle emploi. Mais la notion de ce que vous disiez tout à l'heure et il y a le lien sur le chat, hein, des actions de formation et tout ce qui est possible, c'est cibler l'entreprise et mettre sur votre CV vos compétences. Et moi, je vous propose après que je reçoive, que j'ai votre CV, parce qu'il y a Mm. une plateforme mère RH que je commence à réactiver sur la Ciotat, où j'ai un réseau où je travaille avec mes collègues d'Antibes également, hein. Donc je pense que Véronique Tourelle connaît ma collègue, voilà, Gwenaëlle sur le port d'Antibes, hein. Tout Donc à on travaille fait. ensemble, voilà, tout à fait. Et donc de ce fait-là, d'avoir ce réseau-là, de manière à envoyer votre CV en direct quand on a des infos, parce que c'est pas pour. Il peut y avoir de l'embauche sans avoir d'offre d'emploi. Oui, 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 C'est oui. pour ça qu'il faut être proactif et être aux aguets de tous les forums et tous les salons qui vont être mis en place. Il y a la semaine de la mer à Pôle emploi qui sera fin mars. Mais effectivement, c'est sur des coûts ponctuels. Moi, c'est la Côte Provençale à Ciotat, il y a 3 mois, je cherchais quelqu'un justement pour développer des ateliers sur l'environnement, la faune et la flore. Voilà. Oui, oui, Donc, exactement. je peux pas dire que ça peut être des niches, mais Ouais, il faut que tout le monde soit au courant. Donc, moi, je veux ouais. bien récupérer votre CV, vous le faites passer via votre Pôle emploi. Vous aurez. Volontiers. Oui, Et,
Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Borel et Madame Hamon, effectivement, là, on s'est un peu éloigné du sujet parce que les ports de plaisance, là, on parlait vraiment de l'infrastructure port de plaisance et de l'équipe plaisance. Et bien sûr, c'est dans les ports de plaisance qu'on va accueillir les navires avec leur personnel de bord et tous les services dont ils ont besoin. Pour faire un focus sur l'environnement dans les ports de plaisance, je vous l'ai pas dit en préambule, moi je suis ingénieure en environnement, ça fait 18 ans que je dirige l'Union des ports de plaisance et je suis l'auteur de la certification port propre et co-auteur de la certification port propre actif en biodiversité, qui sont des certifications spécifiques aux ports de plaisance qu'on a créées avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je sais qu'il y a Gilles qui est en chat, enfin qui est en webinaire avec nous, même si c'est pas encore manifesté. Voilà. Donc il y a Gilles Giorgetti qui est mon complice sur les créations de ces certifications. Donc ce sont des certifications environnementales pour les ports de plaisance à destination des gestionnaires qui sont de la volonté des gestionnaires de ports de plaisance. Et moi, bien sûr, en tant qu'ingénieur en environnement, j'accompagne les gestionnaires de ports vers ces certifications. Après, il en va de leur volonté de la faire ou pas. Et ça me fait rebondir aussi sur autre chose, c'est que dans les ports de plaisance, on est très pourvoyeur aussi d'emplois dans les bureaux d'études, dans effectivement les CPIE, comme parlait Madame Borel, parce que on les fait travailler sur l'environnement et sur nos formations environnementales et nos formations de personnel de port. Voilà, donc on emploie aussi beaucoup de bureaux d'études sur donc l'environnement, sur le dragage. Donc on est quand même très pourvoyeur de prestations, d'études, et on externalise beaucoup de prestations autour de nos activités. Voilà. Donc, juste petite précision pour Madame Hamon. Donc, c'est vrai que mon nom, c'est pas le bon qui apparaît sur le chat. Donc, si vous le souhaitez, on pourra prendre rendez-vous donc avec la Toulouse pour travailler un peu sur votre projet professionnel et sur les compétences et les éventuels transferts de compétences. On pourra éventuellement voir cela lors d'un entretien. Et j'aurais une petite question pour Madame Tourelle. Vous parlez un petit peu voilà, de votre parcours et ce que vous évoquiez à l'instant. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus éventuellement sur votre parcours professionnel? Parce que Oui. votre métier, finalement, c'est un métier du maritime. Et voir un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce poste. Et, Oui, si vous le souhaitez. Oui, merci. C'est vrai que je parle en général plus des gestionnaires de ports et des ports de plaisance que de mon expérience à moi. Alors, effectivement, il y a un métier dans les ports de plaisance, et notamment enfin dans les unions des ports de plaisance, qui s'appelle délégué général des unions des ports de plaisance, et aussi des chargés de mission dans les ports de plaisance. Et pour ma part, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, j'allais dire, un heureux hasard, hein, et il y en a, et tant mieux. Moi, je suis ingénieure environnement de formation. Enfin, au départ, je suis ingénieure en microbiologie. Je concevais des stations d'épuration industrielles pour des eaux de process industriels pour débarrasser les eaux. Attendez un instant, je branche mon ordinateur parce que je vois qu'il me dit que j'ai plus de batterie. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons en panne. 30 secondes. Voilà, nous sommes. Voilà. Donc moi au départ j'étais ingénieure en microbiologie industrielle. Donc je vous disais, je m'occupais de créer des stations d'épuration pour des eaux de process industriels, type les eaux qui sortaient de la peinture des hélicoptères à Airbus Helicopters. Voilà. Ensuite j'ai créé ma société, donc un bureau d'études en environnement.
un bureau d'études en environnement, et c'était la période, hein, voilà, je vais pas forcément vous dévoiler mon âge, mais je suis pas un perdreau de l'année, et c'était la période où on mettait en place le tri sélectif dans les communes, et donc on faisait des études sur le tri sélectif des communes, on faisait aussi de la formation d'environnement pour des personnels très ciblés, etc. Donc j'avais ce bureau d'études, et puis je faisais aussi de la plaisance, et puis bon, j'ai eu une offre, voilà, une offre de rachat de mon bureau d'études, que la première je l'ai refusée, puis la deuxième voilà, elle était vraiment pas refusée, donc donc j'ai revendu mon bureau d'études avec la garantie que la grosse boîte qui le rachetait garde tout le personnel, et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que j'avais vraiment le souci de ce personnel, et moi je pensais me reposer pendant quelques temps, et puis j'ai vu passer une annonce en fait d'emploi que j'ai testée, parce que moi, étant chef d'entreprise depuis plusieurs années, finalement j'avais pas l'habitude de répondre à des offres d'emploi, donc je voulais tester un petit peu, et c'était l'Union des ports de plaisance où les gestionnaires s'étaient regroupés et qui voulaient se structurer, et qui avait personne en fait en permanent, donc c'était plutôt les gestionnaires de port qui s'occupaient aussi de leur union, mais c'était compliqué de diriger un port et de s'occuper de son organisme professionnel en même temps. Ils avaient fait passer une annonce où ils cherchaient plutôt quelqu'un avec un profil ingénieur environnement et qui connaissait la plaisance. Bon, et faisant de la plaisance et ingénieur environnement, allez hop, j'ai testé, puis bon, voilà, et donc je me suis pas reposée, et j'ai été recrutée, et voilà comment je suis rentrée à l'Union des ports de plaisance. Bon, il faut savoir que dans ces métiers-là, il faut avoir aussi un profil vraiment de gestionnaire de structure, hein. Voilà, même si c'est sous forme associative, on le gère comme comme une entreprise, enfin pour ma part, comme une entreprise, bon, bien sûr avec les spécificités de compta et de loi qui s'appliquent aux associations, mais c'est vraiment ce profil-là, et donc pour ma part, voilà, ça a été parce que j'étais ingénieure en environnement, et parce que aussi je faisais de la plaisance, hein. Après j'ai eu la chance d'avoir à cette époque-là un délégué général qui était à la Fédé, et qui malheureusement après est parti, et c'est pour ça que la Fédé a connu les problèmes que nous avions précédemment, et qu'on a dû donc en reprendre la délégation générale, qui m'a formée finalement sur cet aspect législatif, et puis technique et spécifique, hein, parce que les infrastructures port de plaisance, c'est très très spécifique. Voilà comment ça s'est fait. Mais bon, le métier de délégué général d'union des ports de plaisance, hein, on est 4 à le faire sur les 7 unions, parce qu'il y a 3 unions qui sont pas structurées en ayant des salariés. Voilà, donc ça c'est encore pire comme niche d'emploi, j'allais vous dire. Voilà. Et moi j'ai la chance, bon, de diriger cette grande union des ports de plaisance qui est l'union des ports de notre région, et sur laquelle on a pu avoir, grâce à des aides de la région, un deuxième poste, et donc j'ai un chargé de mission qui a aussi un profil de bac+5 en environnement et en connaissance du droit public. Voilà, ce qui est très important, hein, parce que le port, il est à l'interface terre-mer. Donc sur les ports, il s'applique à peu près tous les codes d'ALOS de la création. Donc on se retrouve avec le code des transports, le code de la personne publique, etc. Enfin bref, de très nombreux. Et donc quand j'ai recruté quelqu'un il y a 6 ans comme chargé de mission, c'est vrai que j'ai privilégié voilà, ce profil environnement juridique, et voilà. Après, sur le savoir-être et les compétences, ben là c'est pareil. Il faut, j'allais dire, en tant que délégué général d'une union régionale, il faut déjà bien aimer les gens, parce que finalement, on va avoir les directeurs de port qui vont se retourner vers nous à chaque fois qu'ils ont une question, ou je n'irai, si vous le dites, en dehors de ce chat, mais à chaque fois qu'ils ont une angoisse. Donc, si vous voulez, il faut être à leur écoute tout au moins, et être assez malin pour les dépatouiller quand ils ont quelque chose qui est vraiment problématique, ou un mouton à 5 pattes, une question, un mouton à 5 pattes dont on n'a pas forcément la réponse. Là aussi, il faut être plutôt débrouillard, et aussi ne pas avoir peur d'être multitâche. Et puis nous aussi, au sein des unions régionales,
régional, on est pourvoyeur de prestations externes aussi. On a des juristes spécialisés qu'on emploie soit sur des missions ponctuelles, soit sur du temps partiel, etc. On fait appel à des organismes de formation, on fait appel à des bureaux d'études, etc. Hein. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a l'omniscience. Et pour les délégués généraux des autres unions régionales, ben, après, ils n'ont pas forcément des profils ingénieurs, mais ma collègue d'Occitanie, elle gérait un service tourisme dans une CCI précédemment, et elle est spécialiste en marketing touristique. Voilà. Ma collègue de Bretagne, par exemple, ben, elle était responsable d'une grosse unité dans une agence de communication. Voilà, donc elle a plutôt ce profil comme pour ces gestionnaires de port. Et après, on se retrouve en fait tous ensemble régulièrement pour échanger sur nos compétences et aussi faire un réseau. Si moi j'ai quelqu'un qui a besoin de spécialité ou de réponse sur de la com, ben, je vais peut-être solliciter ma collègue de Bretagne qui elle a cette spécificité-là. Et moi, je les ai formés en fait sur tout ce qui est environnement pour qu'ils accompagnent leur port vers les certifications environnementales. Voilà pour mon parcours perso. Et pour info, ça va faire 18 ans dans quelques mois que je dirige l'Union des ports de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Merci Madame Torel pour ce partage de votre parcours très riche. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, c'est Monsieur Samzin. Donc, ce que j'en retire, c'est que effectivement, pour pouvoir fournir un CV intéressant pour ce genre de travail, on voit que c'est pas évident de mettre le pied dans le secteur. Alors moi, je fais partie, je vous donne mon expérience. Moi, je fais partie d'une association de bénévoles qui gère une zone de mouillage saisonnier, une ZMEL, une ZMEL. Et pour les gens je parle sous votre responsabilité, hein, qui voient mal comment mettre le pied à l'étrier, ça peut être intéressant d'être bénévole dans ce genre d'association, ce qui permet d'étoffer son expérience technique, l'apprentissage de travailler avec des plongeurs, etc., tout le matériel. Je parle sous votre responsabilité, mais ça peut être un moyen pour les gens qui ont une difficulté à avoir la vision sur comment rentrer dans le secteur. Ça peut être intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous Oui. en pensez? Ben, je vous rejoins totalement, Monsieur Samzin. Effectivement, je pense que quand on a des associations qui travaillent avec les ports de plaisance, hein, même des associations de bénévoles qui s'occupent, ben, on voit des associations qui font parfois les nettoyages des ports une fois par an en plongeant pour amener tous les encombrants qui sont arrivés notamment par la terre et lors des grosses pluies. Effectivement, ce que vous me dites, c'est une asso qui peut gérer une semelle, etc. Ça permet de se faire connaître de la part des gestionnaires de port et qui voient vos compétences et en même temps, vous de voir aussi quelles seraient les compétences que je peux m'adjoindre pour répondre à une éventuelle demande de poste, quoi. Voilà. Donc, non, je trouve que c'est très, très intéressant. Et la semelle, si vous voulez bien me le dire, elle est où, la semelle que vous gérez en associatif? Elle est en Bretagne Sud. D'accord, très bien. Parfait, oui. On le dira jamais assez, le réseau. Ça permet, oui, pourquoi pas, de créer un réseau, de créer quelques contacts, et ça, c'est toujours plus que bon à prendre. Tout à fait. Alors, y a-t-il des dernières questions par oral ou par chat avant que, éventuellement, on puisse un petit peu commencer à clôturer cette infométier, puis vous donner ensuite les clés pour pouvoir l'étendre un petit peu. Il y a par exemple des liens, des rendez-vous, d'autres outils. Une dernière question peut-être. Voyons voir.
Non, apparemment. Alors, donc, j'en profite avant toute chose pour vraiment remercier Madame Tourelle pour sa présentation et pour toutes les informations qu'elle a apportées. Je remercie également tous les participants à cet infométier. Et puis voilà, merci pour, euh, pour venir, pour nous écouter, pour partager avec nous voilà, votre parcours, ce que, tout ce que vous avez pu partager avec nous aujourd'hui. Donc, si tout va bien, si tout a bien fonctionné au niveau de la technique, sachez que l'infométier sera revisionnable sur notre chaîne YouTube, en espérant que tout s'est bien passé. On vous enverra donc à tous les participants un mail avec donc différents éléments qui pourraient être utiles pour compléter cet infométier. Donc quelques liens, éventuellement aussi des guides métiers, bien sûr, pour pouvoir un peu explorer un petit peu plus en profondeur tout ce qu'on a évoqué. Donc nos coordonnées pour si jamais vous souhaitez, vous avez d'autres questions ou vous voulez éventuellement prendre rendez-vous pour travailler sur votre projet professionnel et ce qui tourne autour. Et pour en savoir un petit peu plus sur, sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Voilà. Je voulais, pour conclure, préciser, parce que je pense que je suis la seule du Pôle emploi, même si j'ai la casquette maritime, que Pôle emploi a une page Facebook, donc que ce soit sur Aubagne-la-Ciotat, sur Marseille, enfin partout, où nos événements, on fait pas mal d'infos métiers. Et concernant effectivement la crise sanitaire, on les fait beaucoup en web. Et donc, concernant la mer, ça va être le mois de mars, même si sur les nauticales n'existeront pas cette année sur la Ciotat. Le pôle emploi avec les collègues de Marseille, on montre quand même des actions. Donc, pour les personnes qui participent à cette réunion, ben, allez sur les sites. On n'a pas encore les dates, mais ça sera l'occasion de s'entretenir avec des professionnels et d'avoir des informations sur les formations. Hein. N'oubliez pas votre CPF parce qu'effectivement, aujourd'hui, les formations se font aussi en e-learning, donc profitez-en. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant que cela échappe, j'en profite avant de clôturer cet infométier. Donc sachez voilà, que tous les mois, on a des infométiers, donc vous pouvez les voir donc, soit sur voir l'agenda, donc soit sur notre site internet à la rubrique actualité. Donc régulièrement, voilà, on prévient du thème de prochaine infométier. Exceptionnellement, ce mois-ci, on va en avoir un deuxième qui sera donc le 15 janvier à ces mêmes horaires sur le thème de la transmission et reprise des entreprises de pêche professionnelle et qui cette fois donc, sera animé par donc, Petra Maritima et pour un peu évoquer ce thème. Voilà, donc je redis une dernière fois, voilà, merci à tous, merci à la Cité des métiers également pour l'organisation et puis l'accès à WebEx, l'organisation qui a été faite autour. Et vraiment, voilà, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, comme c'est de saison, une excellente année. Merci beaucoup. Merci à tous et merci encore de la qualité de votre travail et de votre animation. Ça a été, on a passé un très bon moment d'échange. En tout cas, pour moi, ça a été très riche d'échanger avec divers profils. Donc, je vous en remercie beaucoup et ce sera avec plaisir que je réitérerai si besoin. Voilà, ce genre d'intervention. Mais en tout cas, bravo et merci. Et effectivement, une bonne année et surtout une bonne santé à tous. On en a bien besoin. Merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant, très complet, beaucoup d'informations. Merci encore. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, vraiment, à très bientôt. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais donc désormais clôturer cet infométier. Merci, au revoir. Au revoir.